L'annonce a été officialisée ce lundi, Lucien Favre revient à l'OGC Nice et Christophe Galtier, du coup, quitte le club azuréen. Est-ce que cette arrivée va permettre au projet d'Ineos d'enfin commencer, d'être enfin à la hauteur des espérances des supporters niçois? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. On n'est plus vraiment qu'à quelques abonnés des 1000 abonnés, donc si jamais vous appréciez le contenu, si vous voulez apporter un peu de force, n'hésitez pas à vous abonner, ça apportera vraiment beaucoup pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va se rappeler un peu quand même le contexte dans lequel Ineos rachète Nice et également un peu les saisons avant le rachat d'Ineos en 2019. Donc l'OGC Nice est un club qui joue plutôt la première partie de tableau ou le milieu de tableau et le club est un peu en évolution en 2016 et en 2017. En effet, sous les ordres de Claude Puel, le club évolue vraiment et lors de la saison 2015-2016, on a vraiment une équipe super joueuse, une équipe vraiment très agréable à regarder. On a un très grand Hatem Ben Arfa, le meilleur Ben Arfa qu'on a vu dans sa carrière, j'ai envie de dire. On a un très grand Valère Germain, oui, ça existe, un grand Valère Germain. On a un Ricardo Pereira, qui est tout simplement excellent. Bref, on a vraiment une équipe qui est merveilleuse. On pourrait rajouter également Vincent Cosiello, Nampalys Mendy, Jean-Michel Seri, vraiment des joueurs qui aujourd'hui, c'est vrai, n'ont pas la carrière qu'on pensait, mais vraiment à cette époque-là, ils étaient absolument incroyables. Donc sous les ordres de Puel, l'OGC Nice finit 4e aux portes de la Ligue des Champions, mais en 2016, Claude Puel décide de quitter le club et de rejoindre un club anglais. Il a toujours rêvé d'entraîner la Première Ligue et à l'étranger. Il se retrouve donc à Southampton. Et pour remplacer Claude Puel, Jean-Pierre River, qui était à l'époque président du club et qui l'est toujours d'ailleurs, décide de choisir Lucien Favre. Lucien Favre est un entraîneur suisse qui a fait vraiment du très bon boulot dans les années précédentes au Borussia Mönchengladbach. Et on pense que c'est vraiment une très bonne idée de choisir l'Helvète. Et sous Favre, tout se passe bien. Malgré le départ de Hatem Ben Arfa ou de Valère Germain, le club continue à bien aller. Il recrute d'ailleurs Mario Balotelli qui fait une super saison du côté de l'OGC Nice. Et on a également d'autres recrues qui vont vraiment être importantes. Et on a d'autres recrues qu'on pensait devenir importantes et qui ont malheureusement complètement floppé comme Wesley Schneider. Mais le club fait une super saison et le club finit 3e et monte donc sur le podium. Et d'un point de vue extérieur, on pense vraiment que le club va continuer à être comme ça sur la pente ascendante. Il va rester dans les premiers du championnat, donc entre la première et la 7e place, dirons-nous. En plus, il y a un nouveau stade qui est arrivé. Vraiment, on a l'impression que ce club travaille super bien. Et pourtant, le club connaît un coup de moins bien lors de la 2e saison de Lucien Favre, où il finit 8e à seulement 1 point de Bordeaux, qui était 6e à l'époque et qui se qualifiera pour l'Europe. Et Lucien Favre, d'ailleurs, va quitter le club à ce moment. On sent effectivement qu'il y a une forme d'épuisement avec le club. Et surtout, on sent également que Jean-Pierre River va bientôt quitter le club et qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va arriver. On ne sait pas encore exactement lequel, mais on sent très bien qu'il va y avoir du changement au sein du club. Et c'est même inquiétant à cette époque-là pour Nice. Saison 2018-2019, Patrick Vieira devient l'entraîneur de l'OGC Nice. Patrick Vieira qui avait une petite expérience au New York City et également chez les jeunes à Manchester City. Mais on connaît le passé de Patrick Vieira, on sait que c'est un joueur qui est vraiment... C'était un joueur qui est vraiment très très intelligent et on se dit qu'en tant qu'entraîneur, ça devrait fonctionner. Ça devrait vraiment être un super entraîneur et ça devrait pouvoir marcher. Première saison, Nice finit 7e, mais Nice vraiment rayonnant, on s'ennuie devant Nice. Nice marquera que 30 buts, vraiment Nice c'est une équipe qu'on n'a pas envie de regarder honnêtement. C'était vraiment une saison très compliquée à regarder, enfin moi d'un point de vue extérieur en tout cas je m'attardais pas sur Nice car je savais que je m'ennuierais en regardant Nice. En plus de ça, pendant cette saison, du coup, Jean-Pierre River et Julien Fournier quittent le club. Et vraiment, moi je m'inquiète fortement, en tout cas d'un point de vue extérieur encore une fois, du sort de l'OGC Nice. J'ai l'impression que ce qu'on pensait de l'OGC Nice il y a 18 mois ne sera plus en fait d'actualité et Nice va redevenir un club, on va dire, un peu lambda de cette Ligue 1. Mais arrive l'été 2019 et là, très bonne nouvelle pour les Niçois, Ineos rachète le club pour 100 millions d'euros. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle. En plus de ça, Ineos arrive avec Jean-Pierre River et du coup avec Julien Fournier, donc au sein du club, donc les têtes qui étaient connues et qui étaient un peu les têtes de gondole du succès de l'OGC Nice reviennent au club et là vraiment on se dit que le club va vraiment bien aller et que le club va super bien travailler. En plus de ça, Ineos, on connaît un peu l'image que Ineos a. Ineos a des victoires importantes au Tour de France par exemple et dans le cyclisme. On voit également Ineos, sponsor de Mercedes, qui va gagner de nombreux titres de champion du monde, notamment avec Lewis Hamilton en Formule 1.
Vraiment, on se dit que Ineos, alors ça a été un peu comparé bêtement, j'ai envie de dire, avec les Qataris, qui sont vraiment strictement rien à voir. Mais on sent vraiment que c'est un projet où on a vu quand même pas mal de projets de rachat qui ont quand même un peu capoté, ou avec des garanties financières qui étaient moindres. Là, Ineos, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'argent, et que Nice va vraiment faire partie, de façon intégrante, du top 5 de la Ligue 1. Ineos, Jean-Pierre River et Julien Fournier décident quand même de garder Patrick Vieira. C'est vrai qu'il n'avait pas non plus un effectif, on va dire, extraordinaire, donc peut-être qu'ils ont marqué 30 buts et qu'ils ont joué de façon défensive, mais c'est peut-être dû tout simplement à cet effectif qui n'était pas non plus rayonnant. D'ailleurs, quand Ineos arrive, ils font déjà 3 coups quand même marquants. Le recrutement de Alexis Claude Maurice qui était prometteur en Ligue 1. On a également le recrutement de Stanley Nsoki qui est un joueur prometteur du centre de formation du PSG à qui on voit un très bel avenir. Et on voit surtout le recrutement de la star danoise de l'Ajax, Kasper Dolberg. Donc la première saison de l'OGC Nice est un peu meilleure du coup sous l'ère Ineos. Nice finira 5e dans une saison qui s'arrêtera à la 28e journée suite au Covid. On peut même dire que Nice peut-être est un peu chanceux, je pense. C'est ce que m'a dit d'ailleurs un supporter de Nice que j'ai interrogé pour la vidéo. Je suis assez d'accord avec lui. On avait quand même l'Olympique Lyonnais qui revenait assez bien avant que le championnat soit arrêté. On avait Reims qui faisait plutôt des bons résultats. Peut-être qu'ils auraient coulé en fin de championnat, c'est possible. Et puis bon, avec Dessy, on refait le monde, comme on dit. Mais c'est vrai que l'arrêt du championnat, je trouve, bénéficie bien à Nice et Nice se retrouve 5e. Alors je dis pas que c'est pas mérité qu'ils soient 5e, mais je pense qu'ils ont quand même bénéficié de cet arrêt. Donc Nice n'est pas forcément très flamboyant, mais joue quand même beaucoup mieux que la première année de Patrick Vieira. On sent quand même un effectif qui est de meilleure qualité, où on sent une osmose, et on pense que le projet Ineos, du coup, a beaucoup apporté et continuera à apporter. Malheureusement, comme je l'ai dit, la saison, donc ça a été arrêté par le Covid, et forcément, ça va créer beaucoup de pertes de budget, même pour un grand comme Ineos. Donc la saison qui va suivre, Ineos va recruter de façon intelligente pour le coup, mais pas des sommes mirobolantes et pas forcément des noms très ronronnants. Le plus gros transfert est celui de Rodson Bambou pour 8 millions, un défenseur brésilien censé être prometteur. On a également Amine Gouiri qui est recruté pour seulement 7 millions, qui est un des joueurs les plus prometteurs de l'Olympique Lyonnais, et d'ailleurs lui ce sera une très bonne pioche, on le voit après. On a également la recrue pour moi très intelligente de Hassan Kamara, 4 millions d'euros au Stade de Reims, c'était un des meilleurs latéraux l'année d'avant. Et on a également des petits jeunes comme Luca D'Acunha, on a également Jordan Lotomba, et on a également le prêt de Jeffrey Nadelaï de Lyon également. Malheureusement, cette saison va vraiment pas être à la hauteur, avec un Patrick Vieira qui est de plus en plus fragile au sein de l'effectif, et Nice perd vraiment énormément de force dans cette campagne d'Europe. Ils perdent surtout beaucoup de matchs, notamment un 6-2 contre le Bayer Leverkusen qui laisse quand même beaucoup de traces. Ils vont perdre 2 fois contre le Slavia Prague, et ils vont même perdre un match, donc ça ce sera en décembre, contre l'Hapoel Beersheva. Donc là ça en est trop vraiment pour les dirigeants. Patrick Vieira du coup va être limogé. D'ailleurs, je préfère préciser, mais la défaite contre l'Hapoel Beersheva se passe 6 jours après le limogeage de Patrick Vieira, hein, donc voilà. Patrick Vieira, lui, est limogé vraiment le lendemain de la défaite contre Leverkusen. C'est Adrien Ursoa qui va reprendre, Adrian Ursoa, du coup, le Roumain, qui était l'adjoint de Favre déjà, et qui est l'adjoint de Patrick Vieira. Et c'est assez étonnant de voir Nice ne pas forcément recruter de manager à cette époque. Après le marché des entraîneurs, on sait qu'il est parfois particulier, et à cet instant T, il n'y avait pas forcément de très grands noms à recruter, en tout cas de noms en corrélation avec le projet niçois. En plus, on pouvait pas forcément recruter des grands managers, comme je l'ai dit, hein, il y avait des petits soucis budgétaires, dû au Covid et dû en plus au fiasco Media Pro qui a lieu pendant cette période, et du coup, on laisse l'entraîneur intérimaire finir la saison, et il va faire du mieux qu'il peut, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de le blâmer, je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu, et voilà, ça a pas forcément marché, il a peut-être pas les épaules pour porter ce club, mais il a fait ce qu'il a pu, et je pense que Vieira n'aurait pas fait mieux, voire pire. D'ailleurs, pendant cette deuxième partie de saison sur Orcea, Nice va récupérer le prêt de William Saliba et va faire également le prêt de Jean-Claire Todibo, et ça va vraiment beaucoup apporter dans cette deuxième partie de saison, car vraiment, défensivement, c'était très compliqué. En plus, il y a eu la blessure de Dante, qui a été quasiment blessé toute la saison, et ça a vraiment posé beaucoup de problèmes à l'OGC Nice. Fin de saison 2020-2021, donc le projet Ineos est là depuis 2 ans, et vraiment pour l'instant on reste vraiment sur nos acquis. On a l'impression que ce projet ne démarre pas du tout. On se redit que Ineos finalement n'a pas vraiment de priorité sur l'OGC Nice. Les succès dans les autres sports ne reflèteront pas ce qui va se passer à l'OGC Nice, et vraiment le projet commence un peu à battre de l'aile. Alors je parle vraiment d'un œil extérieur, encore une fois je préfère préciser, mais vraiment moi j'avais l'impression que le projet Ineos, il avait vraiment du mal à démarrer.
Enfin, c'était compliqué. Et là, quelques jours après le sacre du LOSC, Christophe Galtier, l'entraîneur du coup des Lillois, rejoint l'OGC Nice. Et là, vraiment, c'est un sacré coup. Christophe Galtier, du coup, comme j'ai dit, vient d'être champion de France. Donc Christophe Galtier a vraiment une aura énorme, une aura médiatique. Et il décide, alors qu'il pouvait très bien rejoindre Lyon, de rejoindre le projet niçois, car il croit vraiment en ce projet plus qu'au projet lyonnais, ce qui peut clairement se comprendre. Et l'OGC Nice, du coup, fait vraiment un grand coup en recrutement Christophe Galtier. Je suis quand même pas mal de Niçois, moi, sur les réseaux, et vraiment, c'était quasiment unanime. On se disait que c'était vraiment bien. Christophe Galtier est synonyme de victoire à ce moment-là, et vraiment, on se dit que Christophe Galtier va permettre à ce projet de pouvoir passer un cap. Vraiment, l'arrivée de Christophe Galtier, ça a donné beaucoup de crédibilité, à ce projet. Encore une fois, d'un point de vue médiatique ou d'un point de vue... on va dire par rapport aux joueurs qui vont être recrutés, ça va vraiment insuffler quelque chose de nouveau. Et vraiment, l'arrivée de Christophe Galtier, à cette époque-là, on sent vraiment que c'est une bonne chose. En plus de ça, l'OGC Nice a toujours connu des entraîneurs sous le projet Ineos, donc que ce soit avec Vieira ou avec Ursa, qui avaient plutôt un profil défensif. Et donc le style de Christophe Galtier, clairement, ça ne rentre pas dans les débats. Et ça rentre pas non plus dans le projet d'Ineos. Car Ineos, avant tout, j'ai oublié de vous le préciser, le but d'Ineos, c'est de gagner. C'est pas forcément de briller, c'est pas forcément de montrer des choses magnifiques, c'est la victoire, la victoire. On peut le voir par exemple, d'ailleurs, pour refaire le parallèle avec le cyclisme, ils ont Chris Froome. Chris Froome, c'est vraiment pas le mec le plus beau à voir, on va dire. C'est un peu robotisé, mais il gagne. Et ça, vraiment, c'est ce qui compte pour Ineos. En plus du recrutement du coup du Christophe Galtier, il va y avoir pas mal d'investissements à hauteur d'un peu plus de 50 millions, 55 millions je crois de mémoire, avec des recrues vraiment qui seront très intéressantes sur le papier. On a l'arrivée de Kevin Stengs, qui est un espoir hollandais vraiment de l'AZ Alkmaar. Moi j'étais absolument fan de Kevin Stengs, et vraiment quand je le vois arriver à Nice, je me dis wow, ça va être exceptionnel. On a l'arrivée de Justin Kluivert en prêt. Bon, ça c'était un peu plus un pari, mais au final, il aura fait quand même une demi-saison pas mauvaise. On a l'arrivée de Melvin Barr de l'Olympique Lyonnais pour 3 millions d'euros. On a l'arrivée de Jean-Claire Todibo, du coup, qui va être finalement recruté après son prêt. De Mario Lemina et de Pablo Rosario, pardon. Et on a également l'arrivée d'Andy Delors. On sent vraiment un effectif qui est complètement renouvelé et on se dit que ça y est, Nice va tout casser. Nice va être au moins dans le top 5, parce que c'est vrai que la concurrence est de plus en plus rude année en année. On a des clubs qui ont quand même pas mal recruté, comme Rennes par exemple. Mais voilà, là on se dit Nice ça va être sérieux, Nice a un sacré entraîneur, Nice a un entraîneur qui sait comment gagner en Ligue 1, et vraiment on va voir l'OGC Nice triompher. La première partie de saison d'ailleurs est très très bonne. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des scénarios quand même assez fous. Par exemple, cette victoire contre Lyon où ils perdaient 2-0, où ils se sont fait totalement manger pendant 80 minutes et ils arrivent à marquer 3 buts. Un peu ce que Galtier a l'habitude de faire en fait. Mais clairement, des résultats plus que corrects. Nice sera sur le podium pendant plusieurs journées de Ligue 1. Et pour le coup, même si le style n'est pas flamboyant, les supporters niçois s'en foutent, j'ai envie de dire. Là, le but, c'est de voir Nice vraiment briller. Nice est donc pas sur le toit vraiment, mais vraiment haut en Ligue 1. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour les supporters niçois, d'important pour imposer le projet Ineos. Car quand on est en Ligue des Champions, on a plus de revenus, on peut attirer beaucoup plus de joueurs. Et vraiment, on pense que là, vraiment, la mayonnaise a pris et le club va marcher. Malheureusement, suite à une brouille entre Julien Fournier et Christophe Galtier pendant le mercato hivernal, car Christophe Galtier voulait a priori de nouvelles recrues que Julien Fournier a trouvé pas bon de recruter. Alors ça, je vais pas prendre parti. Chacun prendra parti sur celui qui veut, mais du coup, les tensions en interne vraiment vont peser sur le club. Et surtout, les équipes n'ont plus peur de Nice, car Nice ne fait pas forcément un football fort. Nice ne prend pas de risques, je trouve, dans le jeu. Et ça, malheureusement, dans cette Ligue 1, avec vraiment des équipes joueuses, ça a posé problème. Et ils vont perdre des points quand même bêtement. Et Nice va un peu dégringoler. Et Nice, du coup, ne sera plus sur le podium et va avoir même assez difficilement cette 5e place de Ligue 1. On peut également parler de cette finale, perdue contre Nantes, ce qui est dommage. Après avoir éliminé le PSG et Marseille, perdre comme ça contre Nantes. En plus, je trouve que lors du match, les Niçois étaient complètement perdus. Et vraiment, c'est dommage de voir cette finale de Coupe de France perdue par Nice. Et ça met vraiment un coup d'arrêt dans la collaboration entre Fournier, River, le projet Ineos et Christophe Galtier. Pour quand même attribuer un peu des torts à Christophe Galtier, car pour moi, clairement, il en a eu dans cette baisse de résultats en fin de saison.
c'est par exemple d'avoir mis Amine Gouiri ailier gauche alors qu'il était absolument excellent en attaque, donc ce fameux 4-4-2. En fait, que Amine Gouiri, clairement, c'est pas son style. Il est capable de jouer ailier dans un 4-3-3 où il doit être un peu, on va dire, exempté de repli défensif. Là, c'était pas du tout le cas. On a un Kefren Turam aussi, qui est remis quelques fois à gauche, qui pour moi, c'est un peu dommage car... Kefren Turam dans l'axe, c'est très prometteur et je pense que ce sera en bleu dans 2-3 ans. La non-utilisation aussi de Boudaoui, moi qui m'a très surpris, où il a été utilisé également quelques fois sur le côté et je trouvais ça vraiment pas pertinent. Bilal Brahimi qui a été pris de Angers, qui était très prometteur lors de ses 6 premiers mois en Angers, qui ne sera pas utilisé par Christophe Galtier. Christophe Galtier ne considère pas que c'est un bon profil, ça pareil, enfin voilà. Le vrai problème de Christophe Galtier et de Julien Fournier, du coup, c'est vraiment que des profils ont été apportés, mais que Christophe Galtier ne sait pas forcément jouer avec. Et j'ai envie de dire que ça, malheureusement, c'était presque prévisible, car Lille a réussi, comme on l'a pu le voir dans la vidéo que j'ai fait sur Lost la semaine dernière, grâce à une osmose parfaite entre Campos et Galtier. Campos apportait vraiment les joueurs parfaits pour Galtier, et ça, Fournier n'a pas su le faire. Enfin, dans une interview il y a quelques semaines à l'équipe, Julien Fournier d'ailleurs a pas du tout été tendre avec Christophe Galtier, mais il lui a dit qu'il y avait certains joueurs, comme par exemple Calvin Stengs, qui était le plus gros investissement lors de cet été, était vraiment un ailier qui jouait dans un football offensif, ou à la Z Alkmaar, où c'était Arne Slot, l'entraîneur maintenant de Feyenoord, qui a été en finale de Conference League, donc vous voyez un peu le style de football qui était pratiqué à la Z Alkmaar. Donc dans un ailier droit vraiment très haut, donc pas le milieu droit du 4-4-2 de Christophe Galtier. Et vraiment, je trouve que c'est là où il y a eu des gros problèmes, c'est que Julien Fournier a prévenu que certains joueurs devaient jouer différemment par rapport au style de Galtier, mais Galtier est vraiment très pragmatique, enfin en tout cas c'est l'image qu'il a. Et ça a vraiment été une grosse erreur du coup, cette collaboration entre Fournier et Galtier. Je pense qu'il y a un peu des torts à deux. Enfin, après Fournier, je pense que a bien fait de prévenir quand même Christophe Galtier que c'était des joueurs qui devaient jouer dans un certain style, et Christophe Galtier, malheureusement, n'a pas su s'adapter. Donc Christophe Galtier part, Christophe Galtier devrait rejoindre normalement le Paris Saint-Germain, et Lucien Favre revient du coup, comme on l'a vu il y a quelques jours, à l'OGC Nice. Avec l'arrivée de Favre, on fait vraiment venir un homme qui a fait finir Nice 3e en Ligue 1, c'est un entraîneur qui a vraiment eu des super résultats avec Mönchengladbach. C'est un entraîneur qui a plutôt réussi à Dortmund. Je trouve qu'on est dur avec lui, même si la fin, effectivement, était un peu pas terrible, on va dire. Mais au final, ça n'a pas été beaucoup mieux derrière lui, je trouve. C'est un joueur qui est très très bon avec les jeunes, et ça me semble important, car il y a beaucoup de jeunes au sein de l'effectif de Nice. C'est un entraîneur également qui est à vocation offensive, et pareil, comme j'expliquais par exemple avec Calvin Stengs, ou avec Gouiri par exemple, c'est vraiment des joueurs qui doivent jouer dans un football offensif, et je pense que Favre est vraiment le profil adapté pour ça. Donc je pense que moi, Lucien Favre, c'est vraiment la bonne pioche. En plus de ça, Ineos devrait investir un peu plus que les autres mercato. On parle entre 70 et 80 millions d'euros d'investissement sur le budget mercato, ce qui est une très bonne chose, car pour moi, il faut recruter à quelques postes. Il va falloir recruter un remplaçant à Dante, qui vieillit de plus en plus, et vraiment a montré quelques failles, ce qui est normal vu son âge, donc un défenseur vraiment important à côté de Todibo. D'ailleurs, il va falloir garder Todibo, il va falloir garder Kefren Turam, mais également Amine Gouiri. Ce qui visiblement sera fait du coup selon la conférence de presse. Il faudra peut-être également recruter pour moi un ailier du coup à la place de Kluivert qui était prêté, donc qui est reparti. Enfin vraiment, il y a quelques recrues à prendre, et vraiment je pense qu'il faut les adapter du coup à Lucien Favre. On ne sait pas du coup, je crois que c'est Julien Fournier qui continue quand même à gérer le mercato, même si on a compris qu'il va quitter clairement le club, donc à voir ce que Julien Fournier arrivera à apporter à Lucien Favre. J'espère vraiment qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Je pense à des joueurs de Mönchengladbach qu'il a eu, ou je pense également à des joueurs du Borussia Dortmund qu'il a pu avoir. Ça pourrait être de bonnes pioches pour Lucien Favre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la conférence de presse de Lucien Favre en plus, c'est que clairement, il a dit les termes. Il a dit qu'il fallait être dans le top 3 tous les ans, voire plus vraiment, et ça c'est ce qui m'intéresse chez Lucien Favre, et c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne pioche pour l'évolution et pour que le projet Ineos démarre enfin, j'ai envie de dire.
c'est que lui, il ne passe pas par quatre chemins, il se cache pas, il dit vraiment ce qu'il veut faire, qui veut être dans le top 3 et tout. Ça, pour moi, c'est vraiment très important de dire haut et fort ses ambitions. En fait, il faut pas avoir peur de l'échec. Quand on a un projet comme Ineos, quand on incarne un projet comme Ineos, plutôt, faut pas avoir peur de l'échec, en fait. Faut montrer ses ambitions. En plus, Ineos sait le faire. Donc il faut cette personne qui est capable de le faire, et vraiment je pense que Lucien Favre saura l'incarner. En tout cas, cette équipe de Nice sera vraiment agréable à suivre. J'espère vraiment qu'on verra un bel OGC Nice. C'est vrai que moi j'ai dû voir une quinzaine de matchs de l'OGC Nice la saison dernière, et bon, on était un peu sur notre fin quand même. Surtout en deuxième partie de saison où franchement des fois ça faisait mal de se taper un match de Nice. Hein. Je suis désolé pour les amis niçois, mais ouais, par moments c'était un peu compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à remercier deux supporters niçois, hein, deux copains du coup, Bertigno et Naligno. Je vous mettrai les liens dans la description. Si vous voulez les suivre sur Twitter, hein, ils parlent pas que de Nice d'ailleurs, ils parlent énormément de joueurs, ils sont très bons d'un point de vue scouting. Donc si vous avez Twitter, n'hésitez pas à les suivre, vraiment, c'est deux super gars. On se retrouve très bientôt, on parlera d'un club dans les prochains jours, un club espagnol qui n'est pas forcément médiatisé, et c'est pour ça que je vais en parler, car c'était un monument il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, c'était un vrai plaisir de parler de Nice, et je vous dis à bientôt. Tchuss!